La prison passe donc plus facilement pour certains, car ils y travaillent, car ils y trafiquent, car ils y cantinent parmi la gamme de produits estampillés halal ou kasher. Et oui, les J, même quand ils ne sont pas physiquement dans un endroit, ils parviennent à s'enrichir quand même. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue. Le livre est une arme. Hervé Ryssen, tribulation judiciaire d'un écrivain sous surveillance. Ouais, ça sonne un peu comme une entrée en matière façon faites entrer l'accusé, mais nous ne sommes pas loin du compte puisque cet ouvrage tranche de vie, le coup de la loi, retrace l'épisode carcéral vécu par l'auteur à Fleury depuis les années 2020. 2020, oui, pleine période d'hystérie Cohen-19, ce qui signifie un isolement total, les salles communes ou les cours communs étant annulés pour préserver la population de ce virus létal. Vous connaissez tous l'histoire. Nous résumerons ici ce cauchemar vécu par l'auteur que nous diviserons en 4 parties. L'homme, nous parlerons de l'homme Hervé Ryssen en premier lieu, puis nous parlerons de sa vie en prison. Ensuite, nous évoquerons les cacailles, et nous terminerons avec les officines J. Hervé Ryssen en sortira de cet abîme en promettant de ne plus étudier le sujet J. De toute façon, n'en avait-il pas déjà fait le tour? Honnêtement, son travail fut considérable, bien actuel d'ailleurs, dans la lignée d'une littérature française bien ancrée, mais mise entre parenthèses depuis la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, M. Ryssen profite de sa famille, de la province française encore préservée et se fait plaisir par quelques aphorismes parfois bien sentis sur son compte Telegram, par exemple. J'appréciais particulièrement celui-ci. Attention, je m'apprête à lacérer un tableau de Picasso à coups de cutter pour défendre le climat. Pour défendre le climat, je suis prêt à tout. Je trouve que cela aurait été encore mieux avec Chagall, mais bon. Passons à l'essentiel. Nous voilà débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel. L'essentiel, nous voilà. L'auteur, à travers ce roman que l'on pourrait qualifier d'autobiographique, même si c'est sur une courte période, ponctue son récit d'anecdotes familiales qui nous replonge dans cette France provinciale de la deuxième moitié du XXe siècle et des enfants qui sont nés de ce baby-boom en quelque sorte. Cette France travailleuse, manuelle, créatrice et débrouillarde. Certains mots, certains comportements, certaines scènes nous semblent si proches, si familières parfois pour ceux qui ont connu ces parents-là. Cependant, le premier moment touchant se veut la mort du père d'Hervé Ryssen, auquel il ne pourra rendre un dernier hommage lors de l'enterrement, en raison d'un manque d'effectifs. Eh oui. Imaginez-vous seul enfermé dans une cellule pendant que toute votre famille assiste à la mise en bière. Là, franchement, on compatit. Perdre son père, son repère, en tant qu'homme, c'est déchirant, mais depuis une cellule, c'est térébrant. Mais l'on apprend néanmoins que le paternel ne joua pas le rôle de phare idéologique pour M. Ryssen. Il ne l'inspira guère. Tout son cheminement n'est dû qu'à sa curiosité et à son honnêteté intellectuelle. Et il partait de loin, le pistolet. Il partait de loin. Car jeune adulte, Hervé Ryssen demeurait un sandiniste anarchiste anticapitaliste abhorrant les blancs. L'abîme de l'intellectualisme, quoi. Mais amoureux et passionné d'histoire, il alla, non pas Wagbar, il alla aiguiser, développer son atticisme par le truchement des écrits de messieurs Emmanuel Ratier et François Brignot. Et là, la lumière fut. Bon, on peut dire qu'il s'en doutait déjà un petit peu, qu'il y avait quelque chose d'incohérent chez lui. Jeune adulte, quand il était à l'armée, il voyait qu'il avait en lui quelques valeurs peu compatibles avec la gauche. Alors les portes du pénitencier de suite se sont fermées et c'est ainsi que débute le récit de M. Ryssen. Disons-le d'emblée, enfer carcéral n'est pas une périphrase de journaliste républicain destinée à effrayer les cacailles. C'est une réalité qui fait froid dans le dos, nonobstant le récit plutôt sobre et sans pathos de l'auteur. Enfer carcéral puisque seul endroit au monde ou sur terre qui unit deux calvaires habituellement opposés, la solitude et le bruit.
Et oui, quand nous souffrons de solitude, au moins la paix règne généralement autour de nous. Mais en prison, non. Les deux calamités se complètent et se nourrissent. Un enfer, disions-nous, qui s'obscurcit davantage avec la mort du père d'Hervé Ryssen, comme nous l'avons vu. Le quotidien est rythmé par de l'exercice physique indispensable, histoire de conserver ce souffle de vie en soi, ainsi que de rares promenades. Enfin, ce que l'on désigne comme promenade reste un enfermement dehors, en fait. Dans un endroit restreint. Ces pauses se produisent généralement avec un dénommé Alex, l'autre détenu d'extrême droite. Ouais, surprenant d'ailleurs de constater qu'en prison, les valeurs républicaines de tolérance et de vivre ensemblisme volent en éclats face à la réalité. On met les noirs avec les noirs et les deux d'extrême droite ensemble. Bref, cet Alex plutôt taiseux fut inculpé pour possession d'armes. Il fomentait des attentats contre les musulmans radicaux, fut trahi puis fut enfoncé de plus belle auprès du juge par un certain Alexis Issora, une sorte de droitard pro-israélien, comme la société française en crée à la louche ces derniers temps. Donc, soumission au bruit, soumission à la solitude, soumission aux exigences carcérales et soumission aux avocats, voilà un peu le leitmotiv du prisonnier typique. Et comme avocat, justement, monsieur Ryssen vécut une expérience peu vernie avec monsieur Viguier. Une cagnotte fut lancée sous l'égide du site ER pour rembourser les amendes accumulées par Hervé Ryssen. Seulement cette cagnotte se transforma bien vite en poule aux œufs d'or. Les transferts d'argent de monsieur Viguier parurent suspects, louches aux yeux du prévenu, qui décida de mettre un terme à leur contrat et exigea une convention d'honoraires. Et devinez quoi? Eh bien, la convention d'honoraires détaillée par monsieur Viguier, ticket de métro, visite en prison, etc., atteignit 43 919 €, soit le montant exact de la cagnotte au moment où Ryssen décida de l'annuler. L'auteur semblait toujours endetté, jusqu'au cou même, mais extrêmement soulagé d'avoir donné un coup de chausson à son avocat. Donc, jusqu'à ce que vienne à ses oreilles l'existence d'un site internet intitulé Hervé Ryssen et comportant en son sein une vidéo révisionniste de Vincent R. Voilà de quoi aggraver son cas, du révisionnisme sur son eau. L'auteur de ce site, un certain Samuel, membre de ER lui aussi, coïncidence que ne put s'empêcher de souligner monsieur Ryssen. Plus tard, à la suite d'une histoire rocambolesque dont nous reparlerons, l'écrivain se retrouva au mitard. C'est la cellule exiguë, crache la radio toute la journée, les cris des schizos résonnent aussi, poussant notre détenu dans un instinct de survie intellectuelle à chanter à tue-tête la Marseillaise, Maréchal nous voilà, etc. Mais vous le savez déjà, le mitard, la prison en général, c'est fait pour vous casser. Particulièrement ce système qui vise les patriotes, les nationalistes. Même si Hervé Ryssen s'est rapproché du message du Christ, la justice n'en a cure. Aucune circonstance atténuante quand on s'attaque au J. Pas de mansuétude, pas de pardon, pas de justice, seule l'injustice. Vous brisez donc, histoire de faire de vous un peureux perpétuel. Et puis, finalement, Ryssen sortit, et quand vous êtes brisé, vous ne ressentez plus la joie, elle glisse sur vous comme sur les plumes d'un canard. Vous récupérez vos affaires, les 2000 lettres et autres cartes postales chaudement envoyées, les livres, cadeaux expédiés mais non restitués en prison, puis vous recollez chez vous les morceaux de l'avocat Viguier surtout, ces dizaines de soutiens financiers qui avaient écrit à l'essayiste et qui pourtant n'apparaissaient pas dans la liste des dons envoyés par monsieur Viguier. Jusqu'où l'appel aux dons serait allé si Ryssen n'y avait pas mis un terme? Les décomptes des frais d'honoraires de monsieur Viguier sont gonflés à la limite du risible. Ouverture du dossier, 1500 €. Constitution du dossier de personnalité, 6000 €. Communication, 6000 €. 5 visites à Fleury, 21 000 €. Je répète, 5 visites à Fleury, 21 000 €. Demande de mise en liberté, 12 000 €. J'en passe. Et des meilleures, des plus croustillantes. Et la réponse défense de monsieur Viguier à son bâtonnier, puisqu'il avait... monsieur Ryssen l'avait contacté, retranscrite dans le livre « Au-delà du mépris » frise la chutzpah niveau Ligue des Champions. En clair, monsieur Lalin serait un marginal vivant à l'écart de la société, une sorte d'arnaqueur manipulateur n'ayant jamais eu l'intention de le payer, mais aussi, disons-le, un demeuré aux capacités intellectuelles ralenties.
Monsieur Viguier, une sorte de victime expiatoire, le clame. J'aurais dû m'en méfier, il ne m'a apporté que des poursuites judiciaires et maintenant il me menace. Mais moi, monsieur Viguier, je n'ai pas porté plainte contre lui car cet homme risquait de la prison ferme. En gros, c'est ça le message envoyé par monsieur Viguier à son bâtonnier. Et en lisant ces lignes, je me grattais la tête et soliloquais. Mais monsieur Viguier serait-il juif? Je me demandais ça. Bon, d'aucuns répandent l'information comme quoi il serait musulman, je ne sais pas. Ce n'est pas la première fois qu'il ferait l'apologie de la grandeur de l'islam, mais bon, il ne me paraît pas très catholique, cela dit, si je puis encore m'exprimer ainsi. Malheureusement, la prison, c'est le fief, la chasse gardée de la cacaille, la palissade liminaire oblige. Même si la solitude prime et vous tenaille, l'atmosphère demeure pesante. La cacaille afro-maghrébine règne, impose sa musique, ses codes et ses lois. Vous êtes chez eux. Les blancs n'existent pas ou s'ils existent, ne se montrent pas. La prison passe donc plus facilement pour certains, car ils y travaillent, car ils y trafiquent, car ils y cantinent parmi la gamme de produits estampillés halal ou kasher. Et oui, les J, même quand ils ne sont pas physiquement dans un endroit, ils parviennent à s'enrichir quand même. Et donc, quand vous êtes une minorité, vous êtes victime de racisme de la part de la majorité, un grand classique. Majorité dominante, propriétaire du terrain, des lieux en quelque sorte. C'est comme ça qu'on peut le voir. Tout commença avec un certain Brian, un antillais gentillet aux propos incohérents et à la psychologie douteuse. Ce gros nounours s'intégra à la promenade de Rissen et d'Alex. Très vite, cet instable lança des accusations de racisme corroborées par un surveillant antillais, lui aussi. Pourtant, devant témoins, c'était bien ce Guadeloupéen cyclotimique qui menaça de mort Hervé Rissen, sa femme et ses enfants. Et oui. Mais c'est bien Hervé Rissen qui finira au mitard. Et c'est bien Hervé Rissen qui subira un acharnement administratif auquel s'ajoute une solidarité tribale antillaise surannée, totalement surannée. Cette affaire Brian lui pompa une énergie folle, lui causa souci pour pas grand-chose. Ah oui, pas grand-chose, quelques insultes racistes non prouvées à un Antillais manifestement atteint et connu pour ses déboires psychologiques. Et de telles insultes, pensez-y, sont proférées dans l'autre sens, partout en France, tous les jours, publiquement, sans qu'elles ne soient traitées avec autant de sérieux, ni de zèle. Indéniablement, un racisme règne en prison, les Blancs sont les victimes. Tiens, un exemple en passant. Très rapide. CNews fut retiré des chaînes de télévision de la prison. Imaginez, retiré. Pourtant, on est loin d'un vrai discours de droite chez CNews. On est loin du vrai discours de droite cohérent. Retiré. Et pourtant, il suffisait aux musulmans fragiles de changer de chaîne. Que nenni. Retiré. Autre exemple, la prison entière explosa de joie ostentatoire lorsque Notre-Dame brûla. C'est ce que révéla le bibliothécaire à M. Rissen. L'enquête ne donna rien. Fut-il possible de poursuivre l'ensemble des prisonniers? Voilà. Même si le livre suit la vie de l'auteur en prison, ainsi que les réflexions qui en découlent, le fil rouge scintille discrètement. Même lorsque le thème des cacailles est traité, comme avec le halal kasher, nous l'avons vu, mais aussi par l'intermédiaire des avocats ou celui des voleurs comme ce gitan criminel dérobant des diamants qu'il refourgue ensuite machinalement à Anvers. Ou même lorsque ce même brigand subtilise 200 000 € en billets chez un rabbin. Pire, un jour, un Algérien dans une bétaillère avouera travailler pour les J, dans un élan d'honnêteté. Alors passons au plus croustillant, à ce qui est le plus attirant dans le livre. Si Rissen fut incarcéré, c'était sous la persuasion des J, évidemment. La palissade liminaire oblige. Au tribunal, c'est le théâtre des marionnettes. C'est la commedia dell'arte avec une Noémie Madar larmoyante, comme si elle était l'avocate des 6 millions, comme si elle faisait face à Eichmann. Bref, les cols roulés passèrent Rissen à la question, la seule qui vaille, le négationnisme. Et l'on s'aperçoit encore une fois que les 6 millions, c'est la pierre angulaire de leur système, c'est aussi la pièce maîtresse pour vous enfermer facilement, rapidement et à moindre frais. Vous le savez, toutes ces associations J, comme le dit Hervé Rissen,
C'est comme Elie Wiesel. Elles disent toujours la vérité, même quand elles écrivent en toutes lettres qu'elles disent n'importe quoi. Ce que désiraient ces officines mobilisées et surarmées judiciairement, telles Goliath contre David Rissen, c'est que notre essayiste s'abstint de creuser, de réfléchir autour des J. D'ailleurs, pour certains, on crée des lois spécifiques pour qu'ils arrêtent de creuser. Et on les agresse même. Et pour d'autres, comme Rissen, on les jette au bagne et à la vindicte médiatique populaire. Pensons aussi à Vincent. Le but, c'est déconstruire et réécrire une nouvelle réalité. Hervé Rissen devient donc un mâle violent, armé et prêt à tuer. Il n'est plus un écrivain ni un essayiste spécialiste de la question J. À cela s'ajoute une méchanceté atavique qui, on le voit tout de suite, heurta l'auteur. Par exemple celle de Franck Serfati à la cour d'appel de Paris, début 2021. Pour un appel mal interjecté, le col roulé insistait, forçait la main du juge pour que Hervé Rissen prît 10 mois. 10 mois de plus pour cet écrivain qui salissait la communauté. C'était un moindre mal à l'entendre. Trop insistant il fut, certainement. Seulement toutes les officines antisémites revendiquées fièrement devraient censurer ou caviarder nombre d'écrivains de notoriété publique, comme Anatole France. Je prévois l'extrémité où ils nous réduiront tôt ou tard. Ne pouvant les gouverner, il faudra les détruire. Ils nourrissent dans l'ombre des espérances insensées et méditent follement notre ruine. Je vous laisse deviner qui est le « il » et qui est le « les ». Ce sont les mêmes. Ou encore comme les nombreux témoignages des survivants des camps communistes qui viennent jalonner l'essai d'Hervé Rissen, comme Valentin Gonzalez ou le monseigneur Johan Ploscarou. Ces livres qui échappèrent à la vigilance, certainement à la vigilance gauchiste des pourvoyeuses de la bibliothèque de la prison, où aucun livre de droite n'a le droit de citer. Le cauchemar se poursuivit en avril 2021 après une convocation pour avoir partagé une vidéo sur VK. Oui, Rissen avait seulement partagé une vidéo sur VK. S'ensuivit le même théâtre émotionnel habituel, le cynisme, la morgue, le mépris de certains de ces gens. Oui, parce que pour eux, il faut dire certains, c'est pas tous. Et le cauchemar ne s'effaça pas à la sortie de prison, bien au contraire. Pour sa vidéo Les J et l'inceste, il dut affronter toutes les organisations J et antiracistes, bon, c'est la même chose, françaises et européennes qui existaient. Toute la vidéo avait été épluchée. Le père de Christine Angot, en fait, serait catholique. Les patientes de Freud, en fait, seraient aussi catholiques. Monsieur Rissen serait aveuglé par sa haine. Pourtant, il ne s'était inspiré et n'avait publié que des témoignages issus des J. Peu importe. Déconstruire, encore, réécrire, toujours. Le cauchemar tenace persista, cette fois avec une convocation pour une vidéo avec l'abbé Rioux. Sans avocat, Rissen reçut une nouvelle amende qu'il collectionnait, littéralement. Moindre mal, cela dit, que l'enfer carcéral. Bref, pour conclure, et si pour terminer, et pour lier les cacailles et les officines J, l'auteur, ces deux tenailles qui enfermaient l'auteur aussi bien par le haut que par le bas, les cacailles et les officines J, et si le lien symbolique entre ces deux calvaires était Gilbert Chikli, ce franco-israélien mythomane autoproclamé, arnaqueur en tout genre, qui encaissa 70 millions d'euros avant de fuir en Israël, puis en Ukraine. 11 ans de prison, le gars. Bref, tout un symbole. Allons maintenant au-delà du livre, jetons un regard plus aérien. Suscitons, provoquons la réflexion. Alors vous savez, dans son livre Sexe et caractère, Otto Weininger avait réalisé un parallèle pertinent entre la femme et l'esprit J. Un autre parallèle pourrait être établi entre la pensée J et le gauchisme. Nous avons plusieurs fois susurré ce concept de déconstruction au sein de notre chronique et c'est vraiment quelque chose qui est présent dans le livre d'Hervé Rissen. Voilà un premier point commun irréfutable, l'idée de déconstruction. Les gauchistes ont pour mission, pour vocation, pour obsession la destruction. Plus précisément, détruire le monde créé par Dieu. Le monde construit par Dieu, d'où ce concept de déconstruction. On déconstruit une construction mal faite, selon eux, pour la reconstruire justement. Entamons le parallèle. La mentalité J talmudique s'est échafaudée en opposition au catholicisme.
Nous vous renvoyons à notre vidéo 6, hyper importante. La notion de peuple élu n'est plus aussi prégnante aujourd'hui, elle n'est plus prise au sens strict du terme. Cependant, ce sentiment d'être élu se transforma à travers le temps en un orgueil puissant. Un orgueil qui entretient cette certitude de leur supériorité. Dorénavant, leur supériorité s'exprime à travers leur histoire millénaire, leurs vicissitudes, qui leur ont permis d'être plus intelligents, plus solidaires. Plus solidaires, oui, plus solidaires. Plus solidaires en effet, puisque cette histoire devenue leur trésor se structure autour d'un unique et seul concept, la persécution. Les J sont le peuple élu par la haine universelle, disait le sioniste Léo Pinsker. Par conséquent, si nous articulons cet orgueil J et ce sentiment, cette certitude de persécution, nous comprenons mieux leur politique, leur réflexe de déconstruction. Leur orgueil les empêche de regarder leurs méfaits en face, leur orgueil obère toute autocritique. Les malheurs ne peuvent donc venir que des autres, les autres de tous les pays. Nous, J, ne changerons jamais, ne changerons pas. Ce sont donc à eux, Goïm, de changer, et nous ferons notre possible pour les déconstruire, pour que notre paix règne. Enfin, rapidement, l'autre point commun évident avec le gauchisme international, c'est ce concept d'universalisme. Les J sont des tribalistes universalistes sans que pour eux, cela ne paraisse contradictoire. En effet, c'est grâce à leur judéité et non en dépit d'elle que les J se revendiquent universalistes. Leur universalisme n'est en réalité qu'un tribalisme exacerbé narcissique, un tribalisme hors sol, un tribalisme faisant fi des limites géographiques. Leur universalisme découle du fait que grâce à leur judéité, ils savent mieux que le reste de l'humanité. Dans ce marasme donc que l'on nomme nouvel ordre mondial, peu importe, il existerait deux universalismes. Un universalisme gauchiste bien trop naïf pour être un jour triomphant, et un universalisme J qui manipule très certainement le premier. Que jamais de France ne sorte la gloire qui s'y est. Arrêtez, aimez-nous, mes amis. Quando eu a vos faça clamo,